Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de Parlotte avec Grégotte. Mon invité du jour est Flavio Peroba Santiago. C'est le pionnier de la lutte à livre en France. C'est lui qui a amené ce style qui vient du Brésil en France. On parle donc de son parcours, de ses débuts, comment il s'est mis à la lutte à livre et ensuite comment il est arrivé en France et il a réussi à développer un style en partant de zéro qui était vraiment quasiment inconnu en France pour que ça devienne quelque chose qui est quand même largement pratiqué et toute la rivalité aussi qu'il y a eu à une époque entre le jiu-jitsu brésilien, la lutte à livre, l'évolution du style. On aborde pas mal d'histoires aussi un petit peu qui datent puisqu'il a donné pendant des années cours chez moi et que donc dans ses cours, tous ces anciens sont ensuite devenus champions puis aujourd'hui il y en a beaucoup qui sont devenus profs à leur tour. Donc voilà, tout le cheminement, ça fait plein d'anecdotes sympas à écouter. Je te laisse découvrir l'épisode. C'est parti. And now, this is the moment you have been waiting for. It's time! Parlotte avec Grégotte. Hello Flavio. Salut Greg. Bienvenue sur le podcast, ça me fait plaisir de t'avoir ici. Merci depuis le temps. Depuis le temps, ouais. C'est vrai que tu donnais cours ici il y a bien longtemps. Je sais plus exactement quelle année c'était. On a commencé en fin 2003. Fin 2003, ouais. Donc c'était... moi j'ai ouvert en 2002. Donc ouais, c'était la deuxième année quoi, d'ouverture du club. Mais c'était le premier, je peux dire que c'était le premier club de la team. Ouais. Et on a pu bosser tous ces temps, on a pu sortir plein de champions. Ouais. C'est encore, je peux dire que c'est encore chez nous parce que ça continue toujours le travail avec Punk. Ouais. Mais c'était le club où on était vraiment chez nous. Jusqu'aujourd'hui, il y a ceux qui ont vécu ça, il y a tout le monde qui parle. Comme c'était les entraînements, comme ça s'est passé, tout ça. C'est vrai que c'était marrant. Bon, après, c'était les débuts. Il y avait plein de choses, on va dire, dans le club qui étaient moins bien qu'aujourd'hui. Mais moi, je me rappelle d'un truc. À une époque, on avait mis une bâche de lutte. Et à la fin, donc du coup, il faisait hyper chaud tout le temps en bas. Et à la fin, c'était tellement glissant. Et il faisait des concours de glissade sur le ventre, sur les fesses. C'était comme une piscine, quoi. Aussi, je me rappelle l'époque de la clim. Mais il faisait tellement chaud que la clim, il y avait la fumée de la clim, elle montait tout de suite. Ça descendait même pas. C'est clair. Ouais, on avait essayé de mettre une grosse clim au milieu pour résoudre un peu les problèmes de température, mais ça a été un peu mieux, mais c'était pas parfait du tout, quoi. Mais c'est vrai qu'on a vu, j'ai vu tous les champions de ton équipe passer par là et commencer pour la majorité d'entre eux ici, quoi. Et c'est eux qui font un peu maintenant quand même le sol en France, quoi. C'est-à-dire ils ont été champions, il y en a qui continuent la compétition, il y en a la plupart il y en a pas mal qui sont professeurs aussi. Et il y a la plupart qui donnent cours, il y a quelques-uns qui continuent à faire les compétitions. C'est juste dommage parce qu'il y a beaucoup qui ont arrêté de donner les cours, mais qui préfèrent vraiment s'entraîner. Il y avait ça aussi chez nous, j'ai l'impression que les gars ils avaient plus cette envie de s'entraîner que de donner les cours. Ouais. Et du coup, après, pour continuer le travail et tout ça de la team pour grandir, c'est un petit peu plus difficile, mais bon, ça fait toujours plaisir quand je vois les gars. Mais c'est vrai que en général, dans la Luta, le JJB, c'est des gens qui sont quand même assez vite passionnés, qui aiment bien s'entraîner beaucoup. Tu vois, moi, je vois ici, on a toujours eu quand même pas mal de disciplines différentes, et il y a des disciplines où tu as une plus grosse partie de gens qui s'entraînent beaucoup, tu vois. Et c'est vrai que dans tous les élèves que t'avais, il y en a qui étaient tout le temps là, quoi. Je me rappelle que les samedis, j'ai commencé les cours à... Je me souviens plus, mais je pense que c'était vers 10h, 11h à Sèvres. J'ai fini le cours là-bas et on mangeait, je venais tout de suite ici, on faisait un cours privé, j'avais un cours privé. Et juste à la fin du cours privé, on commençait à s'entraîner vers 15h, 16h. Et je me rappelle que je sortais de la salle vers 20h, 21h. On restait vraiment beaucoup de temps. C'est comme ça, déjà. Déjà, on peut dire quand même c'est toi qui a vraiment changé, je pense, le paysage du
du sol en France, qui a amené déjà Stock, a amené la lutte à livrer en France. Et puis, à une époque où on n'avait pas beaucoup de, même en JJB aussi, il n'y avait pas beaucoup de gradés. Ouais. Oui, Donc, exactement. Je suis venu la première fois en 2001 Ouais. où j'ai rencontré la plupart des gars. C'était au Cercle Tissier avec ce qui m'ont fait venir, c'était Christian Derval, Ouais, Alain Nagera et Grégory Yo. ouais, Et c'était là que j'ai rencontré les gars comme Hakim, Jimmy UV, Mm. David Perluis, François Laurent, il y avait Nicolas, il y avait qui d'autre? Il y avait tellement de gens qui j'ai rencontrés là-bas. Et après, Manu Fernandez. ouais. Il y a tellement, c'était pendant ma première venue en 2001. Après, en 2002, j'ai connu, je suis venu, j'ai resté 1 mois ou 2 mois chez Manu à Cognac. Ouais. Et après, je suis remonté à Paris. Et là, j'ai rencontré Gilles Arsène. C'était au début aussi le Temple des Arts Martiaux, Ouais. où j'ai m'entraîné là-bas, où j'ai connu Dao. Ouais. Dao, Ipank, c'était à cette période-là. C'était Seb aussi, qui est jusqu'à aujourd'hui avec moi. Et maintenant, je suis déménagé dans le sud. Et lui, il est déménagé aussi. Et voilà. Mais c'était 2001-2002, j'ai rencontré les plus anciens, qui aujourd'hui, beaucoup, ils donnent des cours. Mm. Et c'était en 2003, quand David il faisait les cours de OPMAT son club, c'était à côté du Hall. J'ai oublié le nom. C'était David Pierre-Louis? Oui, c'était Il l'ancien. n'était pas à Dojo 5, non, à cette époque-là? Non, c'était le Dojo 5, c'était avant. Ok. Après, il était au Sankono. Ah oui, Sankono. Et après, c'est devenu le NCU. CU, ouais. Et l'époque de Sankono, il y avait beaucoup d'entraînements ouverts. C'était les samedis. Je me rappelle qu'on s'entraînait beaucoup là-bas dans la salle, dans une salle à côté de Georges Pompidou. J'ai oublié le nom de la salle. Ok. Je ne me rappelle plus. Et des fois, sur le tapis, on était plus de 60. Et c'était là que j'ai rencontré beaucoup de noms comme Jeremy Dales, Ouais. Tadeo qui allait donner le cours ici de Jiu-Jitsu Ouais. et qui n'a pas pu donner le cours et qu'après, c'est moi qui est venu Ouais. juste après. Et Tadeo que j'ai le contact avec lui jusqu'aujourd'hui. Ah ouais? Jusqu'aujourd'hui. C'est marrant. Et voilà. Et après, j'ai commencé à rencontrer de plus en plus de monde. Comme à cette époque, je tournais beaucoup, j'allais beaucoup dans les salles ici à Paris, en Île-de-France. C'était vraiment une belle époque. Et comment t'es venu en fait la première fois en France? Comment ça s'est passé? Pourquoi t'es venu en France la En première fois? fait, je pensais même pas. C'est arrivé comme ça d'un clean d'œil. Il y a des Français qui sont été partis au Brésil pour faire les compétitions. C'était le championnat du monde. Mhm. Et les responsables de groupe, c'était voilà, Christian Derval, Alain. Il y avait Grégory aussi qui était avec eux. Ils étaient un groupe de certiciers qui était là-bas à Rio. Ouais. Et eux, ils cherchaient des kimonos à acheter. Et mon sponsor, il était représentant à l'époque, il était représentant de Machado Kimono. Ok. Et quand ils sont arrivés dans le magasin, il y a la vendeuse, elle ne comprenait pas quand les gens parlaient et elle ne parlait pas beaucoup anglais. Et elle a vu qu'il parlait français et le propriétaire du magasin, il était franco-brésilien. Du coup, elle l'appelait. Et comme c'était que des Français, ils discutaient et tout ça, elle a proposé de faire les gars visiter les clubs de Rio, Ok. les clubs de Jiu-Jitsu, les clubs de lutte livre. Et à ces moments-là, ils ont visité, ça c'était le lundi, ils ont visité les clubs de lutte livre le lundi. Le dimanche, j'avais combattu et le mardi, je l'ai passé au bureau. Et je suis passé au bureau pour voir mon sponsor après la compétition. Et au moment que j'étais là, j'ai croisé, je pense que c'était Christian et Alain. Ouais. Et j'ai croisé. Et juste avant, ils étaient en train de parler
de faire venir les ceintures noires en France pour donner des stages. Mais ça allait coûter très cher de ramener les anciens ceintures noires, surtout à cette époque-là. Mhm. Et pourquoi pas un jeune ceinture noire ça pouvait être peut-être plus tranquille, peut-être qu'il y avoir plus de temps et tout ça. Et c'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Et après, elle est restée dans les négociations pendant un certain moment. Et après, Ok. c'est venu, ça fait quoi? Ça a duré 3-4 mois, ça, des négociations. Et après, j'avais un combat au Japon. C'était en début septembre. Et au Shoto. Du coup, on a négocié ça pour juste après mon combat. D'accord. Et parce qu'eux, ils connaissaient la lutte livre quand même à ce Et- moment-là, quand ils sont arrivés au Brésil ou... Non, ils ne connaissaient pas. Ouais. Ils connaissaient pas. Et ils voyaient que les gens ils s'entraînaient un peu sans kimono. Ils étaient intéressés. Ils voulaient connaître un petit peu. Ils voulaient essayer. Et du coup, c'était Armand voilà, qui a ramené dans les clubs. Ils ont bien aimé. Et ils ont voulu aussi développer ici en même temps que le jiu-jitsu. Parce que c'est vrai que à cette époque-là, c'était un peu la guerre entre le Jiu-Jitsu et la lutte livre. C'était Non. la fin C'était de la la fin- guerre. la fin de la Mais guerre. il y avait quand même. Il y avait quand même. Il y avait beaucoup de problèmes. C'était avant, je peux dire, c'était la guerre voilà, de style. Mais avant aussi, il y avait la guerre des clubs. Ouais. Et donc, il y avait toujours la guerre pour quelque chose. Il y avait toujours la guerre pour quelque chose. C'est assez compliqué, bien différent de maintenant. Ouais. Et pour les gens qui connaissent pas, donc si tu peux juste expliquer un peu la différence donc entre le Jiu-Jitsu brésilien et la lutte livre. Aujourd'hui, je dirais, parce que, comme tu vois, depuis 2001 les combattants des deux Le jiu-jitsu, style, ouais. des deux styles, ils ont commencé à s'entraîner ensemble. Mm. Il y a eu un club à Rio ça s'appelait Universo Atlético. C'était le club qui est le responsable, s'appelle André Benkei. Il est même en Autriche en ce moment. Ouais. Lui, il a réussi à réunir des grands noms de la lutte livre, des grands noms de jiu-jitsu, comme à l'époque, c'était Minotauro, c'était Paulão, même Jucan, on s'entraînait ensemble. Ils s'entraînaient avec Géziz, avec Pequeno, avec Cromado. Il y avait Miuchin aussi, il y avait Buscapé, l'ancienne génération. Mm. Et ils s'entraînaient tous ensemble. Et ils s'entraînaient beaucoup, ils s'en mélangeaient beaucoup, ils ont fait beaucoup d'échanges. Et avant ça, il y avait encore une différence. Et après ça, ça commençait à, comme je peux dire, à se développer. Et aujourd'hui, je trouve qu'il a la plus grande différence entre les... Là, je parle bien sûr des bons clubs. Mm. Je trouve que la plus grande différence, c'est les prises avec le Kim et sans Mhm. Kim. Je Voilà, parce trouve qu'en qu'il lutte, il n'y a, est, il y a pas de veste de kimono. voilà, c'est bon. Il y a l'ancien méthode. L'ancien qui c'est avec le pantalon et ceinture, qui c'est le style de Bruno Silva. Mais les gens aujourd'hui, depuis l'arrivée de la DCC au Brésil, ils s'entraînent beaucoup en short. Ils ont D'accord. passé à s'entraîner en short, ils ont perdu un petit peu l'origine et voilà, ils ont continué comme ça. Moi, j'ai gardé quand même Le pantalon. le pantalon. C'est pas que je m'entraîne jamais en short, Mm. mais j'ai gardé quand même cet effet de l'uniforme. Hmm. Je sais que souvent, enfin moi l'impression que j'avais, c'est que la luta aussi, il y a un peu un côté comme en lutte, un peu plus pression, parfois peut-être qu'en JJB. Je sais pas si c'est vrai ou pas, La mais pression, c'est un peu plus agressif, un peu plus... je peux pas dire que c'est... Oui, c'est agressif, mais ça dépend beaucoup des écoles. hmm. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles en jiu-jitsu qui les gars ils sont beaucoup plus en pression. On voit comme les gars ils s'entraînaient chez Carson avant, c'était tout le temps Ouais. en pression. Il y a beaucoup d'écoles Hmm. qui s'entraînent en pression. Après, ça dépend vraiment des styles. Et quand on voit à la télé, on a l'impression que comme le gars avec le Kim, il met Mm. pas beaucoup de pression, il est plus tranquille, mais dans la réalité, là, les Ouais. gars, ils sont en train, dans les deux, c'est en train voilà, de se tuer tous les deux. Ouais. En gros, Mm. voilà, c'est ça. Même, il
il y a une phrase qui disait Walid Ismail, qui est l'entraînement, c'était la jungle. Ouais. L'entraînement, c'était pas la Disneyland, c'était la jungle. Et Ouais. c'était un peu ça, hein. Donc, dans mes débuts, quand je suis arrivé ici, c'était un peu ça. C'est maintenant qu'on est venu plus tranquille parce que l'e-sport, il a grandi tellement. Hmm. Et je pense pas que le public d'aujourd'hui, il serait préparé pour l'entraînement comme on faisait avant. Hmm. Et ça, je pense que dans les deux styles. Après, voilà, il y a les compétiteurs qui s'entraînent plus dur, mais on peut dire que 70% du public, Ouais. ils sont pas préparés à les entraînements comme avant. Ok. Et alors toi, au Brésil, comment t'as commencé la lutte à livre? Comment t'y es arrivé? J'ai commencé, c'était pareil, c'était un truc que je ne m'attendais pas. On faisait du bodyboard et pendant les vacances, on voulait faire un sport de combat. Et au début, on a pensé à faire de la boxe. J'avais m'entraîné un petit peu en boxe avec Nelio Naja. Nelio Naja, c'était l'entraîneur de Rodman Fedrigo, Ouais. de l'entraîneur de Vanderlei. Mhm. Je m'entraînais un petit peu avec Nel parce que j'habitais pas loin de chez lui. Ouais. J'avais des potes qui s'entraînaient avec lui. Et un jour, il y a un pote à moi aussi qui faisait du bodyboard aussi, qui m'avait dit, on était en train de parler du sport, on parlait du sport pendant les vacances, Ouais. les vacances d'été. Et lui, j'avais dit que j'allais reprendre la boxe. Et lui, il m'avait dit, mais pourquoi tu n'essayes pas la lutte à livre? J'ai dit, mais c'est quoi ça? À l'époque, on avait parlé de jiu-jitsu brésilien aussi, mais on ne connaissait pas. On connaissait pas. On savait que c'était la boxe, on savait que c'était le Muay Thai. Et, et là, je lui ai dit, oui, j'ai pensé à faire le Muay Thai. Elle a dit, mais non, viens t'entraîner, tu vas voir, c'est sympa. C'est sympa. Et de temps en temps, il y a les bagarres aussi, tu vas voir, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça. Et lui, il m'a pas trop expliqué comment c'était. Ouais. Du coup, j'ai parlé avec mes potes qui voulaient s'entraîner. Il y a un de mes potes qui disait non, je vais faire du jiu-jitsu brésilien, je vais pas faire la lutte libre, tout ça. J'ai dit bon, bah d'accord. Mais on est parti à la salle ensemble. C'était un vendredi, je me rappellerai toute ma vie. C'était un vendredi qu'on est arrivé. Mon pote qui m'a appelé pour venir à la salle, il n'était pas là. Ouais. Du coup, je viens, je connaissais personne, tout ça. Je viens voir le prof. Et j'expliquais que c'était un pote qui m'avait dit de venir. J'étais avec d'autres potes, mais eux, ils se sont pas entraînés. C'était que moi tout seul qui était dans la bouche de lion comme ça. J'étais dans la bouche de lion. T'avais quel âge là? 17. 17, ok. Et tout fin, tout maigrichon. Et là, le prof, il avait dit non, il n'y a pas de souci, tu peux t'entraîner. Jusqu'aujourd'hui, c'est combat. Ouais. Non, je pense qu'il n'a même pas dit ça au début. Je pense qu'il a dit ça à la fin. Et il dit, oui, tu peux t'entraîner, il n'y a pas de souci. Oui, c'est ça, c'était ça à la fin. Ouais. Et on s'entraînait. J'ai m'entraîné. Et mes potes qui disaient, mais Flavio, tape. Et parce que je voyais que les mecs étaient en train de me dominer au sol. Ouais. Il y avait des positions où ils pouvaient me faire mal, mais ils ne faisaient pas. Et après, ils partaient sur d'autres positions, tout ça. Mais Ouais. je me sentais noyé. Je pouvais rien faire. Et c'était... Je savais même pas qu'est-ce qui se passait avec moi. Je savais juste que, voilà, je pouvais pas utiliser mes jambes, je pouvais pas utiliser mes bras, je pouvais rien utiliser. Ouais. Et à la fin, le prof, il est venu. C'était Chinho. C'était pas le Bruno Silva, c'était le ceinture marron, c'était Chinho. Et il avait dit, bon, bah, t'as aimé? J'ai dit, oui, mais je comprends pas trop et tout ça. Et il dit, c'est du sport du combat au sol. On doit, voilà, il disait, on doit immobiliser, on doit dominer l'adversaire et chercher la soumission. On doit le ramener au sol et le contrôler jusqu'à la soumission. J'ai dit, ah, d'accord, c'est sympa. Et après, il avait dit, c'est pas tout le temps comme ça. Et aujourd'hui, c'est le vendredi. C'est que combat. Et le lundi et mercredi, c'est technique et combat à la fin. J'ai dit, ah, bon, bah d'accord. Juste après, c'était le carnaval. J'ai resté 15 jours, 20 jours sans rien faire, mais j'avais que ça dans la tête. Et je me souviens que début mars, je suis revenu et voilà, on a démarré. Et au bout de 3 mois de pratique, j'étais déjà en train de faire des compétitions. J'étais déjà 12e.
dans la catégorie. Après, j'ai continué. Plus j'ai m'entraîné, plus j'avais envie de m'entraîner. Tant que j'adorais faire de bodyboard, j'adorais la plage, tout ça, mais j'ai commencé à aller moins. Parce que l'entraînement, le club, il était à 10 minutes de chez moi à pied. Ouais. On peut dire à maximum 15 minutes chez moi à pied, même pas. Et la plage, voilà, on était jeunes, on était obligé de prendre les transports avec les planches et tout ça pour aller à la plage. Ça prenait une journée et tout. Et on a commencé à aller moins à la plage et s'entraîner un petit peu plus. Et comme ça, c'est commencé à venir. Après, c'est les ceintures. Les ceintures avant, c'était pas comme maintenant. Pour gagner les ceintures, c'était en fait l'entraînement, c'était vraiment la guerre. Il n'y avait pas ces trucs-là, on ne peut pas perdre. On s'entraînait, on ne pouvait pas perdre. C'était même, je me rappelle que quand Bruno Silva venait, et il faisait tourner les gars qui ne s'entendaient pas bien. Parce qu'il voulait que l'entraînement, ça soit dur. Il n'y avait pas cette histoire de je te laisse passer, tout ça, quand on est fatigué. Non, il voulait que ça soit la guerre. Du coup, les gars qui s'aimaient pas trop, ils étaient ensemble. C'était que comme ça. Et pour avoir les ceintures, on devait battre les plus gradés. Ah ouais? Pour avoir les ceintures, on devait s'entraîner, avoir le niveau des plus gradés et on devait se battre. Et après, et aussi, on s'entraînait et même quand on était fatigué, si on disait on s'arrête, c'était comme le perdant. Ouais. Du coup, quand c'était l'entraînement libre, après que le prof il parte, on ne demandait pas pour s'arrêter. Je me rappelle qu'après un cours, on s'entraînait, je pense que c'était au 1h45 ou 1h47. Après le cours. Ouais. Et on arrivait avant que le cours commence. On arrivait avant que le cours commence pour faire les techniques. Ouais. On faisait le cours. Et après le cours, on s'entraînait encore. Et des fois, c'était dans un petit garage. Quand on s'entraînait, il y avait beaucoup de clubs comme ça. Les gars, ils mettaient les tapis dans les garages. Et après, ils ont enlevé. Et je me rappelle que le propriétaire de la maison, il dit « Allez les gars, c'est bon, là j'enlève les tapis, on s'entraînait, on tournait sur 2 tapis. Ouais. Les tapis de paille qui étaient durs, mais bon, 2 tapis allaient par terre, ils venaient sur le tapis, ça allait être pareil, super dur. » Et c'était comme ça que j'ai pu avancer. J'ai jamais pensé à être gradé, j'ai jamais pensé à passer des grades. C'était vraiment l'entraînement pour les vacances et encore moins donner les cours. Et tu fais 3 mois et tu fais ta première compétition. C'est le prof qui te poussait à la compétition, c'est toi qui avais envie? Ah, c'était le groupe. Ouais. On disait, allez, on va en compétition, tout le monde voulait y aller. D'accord. Tout le monde, on s'entraînait tellement dur, tout le monde voulait y aller. Tout le monde s'entraînait beaucoup comme ça. Bien. Vous étiez un gros groupe Non, on n'était pas beaucoup, on était une vingtaine, une trentaine, maximum. D'accord. Et les autres clubs, les clubs, ils étaient beaucoup plus grands que nous. Mais la compétition, on avait cette envie de faire des compétitions. C'était même pas, bon, dans mon cas, quand je faisais compétition, c'était même pas pour me tester. Parce que déjà, à l'entraînement, mon prof, il connaissait beaucoup de profs. Bruno Silva, c'était le prof de la plupart des ceintures noires de Rio. On peut dire même de 95% des ceintures noires. Et on avait l'habitude d'aller dans d'autres clubs. Et une compétition pour moi, c'était comme un entraînement dans un autre club. J'avais pas cette pression. Donc, ici, en 2001, c'était en 2001 quand j'étais au Cercle ici, il y avait une compétition, il y avait le Big. Ouais. Et Je me rappelle. les gars, je me rappelle que les gars, dès qu'il y avait une compétition, ils arrêtaient leur vie, tout ça, pour se préparer pour une compétition et tout. Ils se couchaient super tôt. Je me rappelle, j'étais avec Nicolas dans la rue, il y a genre 13h d'après-midi, il dit, tu vas pas rentrer. Et voilà, il y a la compétition demain et tout ça. Je dis, mais non, on fait notre vie normale. Hein, et c'est pas grave. Après, voilà, il y a la compétition demain. Et je sais pas, peut-être on gagne, peut-être on gagne pas, mais on va pour gagner. Et peut-être, peut-être qu'on peut même gagner, mais j'ai pas besoin de mettre dans cet état comme les gars, ils sont en train de se mettre là. Ouais. Et j'arrive dans la compétition
J'arrive je pense, et je me rappelle même ils m'ont même pas inscrit. C'était une galère. Et c'était pas comme la Pas comme, Jotte. ouais, je me rappelle de pas comme. Et c'est pas comme qui m'avait inscrit à la compétition. Et après, voilà, et la compétition, j'ai combattu cette compétition. C'était qui? Il y avait beaucoup de Français. J'ai Mm. combattu avec un Tchétchène, avec un Brésilien. Après, j'ai combattu contre Fred Fernandez, Manu Fernandez. Il y avait Olivier Michelesco. C'est beaucoup de gars que je connaissais dans la compétition. Et c'était bien, hein. Le Big, c'était une Ouais, meilleure compétition pour moi ici en ouais. Europe. Et ça te faisait quoi, du coup, de combattre plein de gens que tu connaissais comme ça? Parce que quand tu combats quelqu'un que tu connais bien, tu y vas pareil. Et au Brésil, il y avait déjà ça. Au Ouais. Brésil, suivant, je combattais contre des amis très très proches. Et à un moment, on a même changé de catégorie. Lui, comme il était 1, 2 kilos plus lourd que moi, Mm. lui, il est passé la catégorie au-dessus parce qu'on avait marre Ouais, de de s'affronter tout le temps, ouais. s'affronter tout le temps. Et ici, c'était pareil, hein. J'ai combattu contre les gars. Le moment du combat, c'est le moment de combat. C'est pas parce qu'on combat et qu'on bat Mm. un gars qui on connaît, qui est notre pote, qui on devient ennemi, hein. Ouais, Mais par contre, on faisait des vrais combats, hein. ouais. C'est vrai, le Big, je pense que j'étais là, j'avais été voir le Big à l'époque. C'est vrai que c'était une bonne compétition, hein. C'est dommage parce que c'était une compétition simple. Voilà, tu venais, tu combattais, tu rentrais dans le podium quand tu gagnais et Ouais, c'est fini. Il y avait pas, voilà, c'était un truc simple. Les gars, ouais. ils venaient vraiment pour combattre tout ça. Franchement, c'était bien, j'aimais bien. Elle était simple mais bien. Et après, alors, donc, quand tu étais au Brésil, tu es resté combien de temps dans le club où tu as commencé? Le club que j'ai commencé, j'ai resté jusqu'à ma ceinture noire en fait. Que ta ceinture noire? Bon, après, c'est un peu compliqué parce qu'il y avait le Bruno Silva qui pouvait pas, c'était le grand maître, mais qui pouvait pas donner les cours tout le temps. Mhm. Il y avait Chin Georges Souza, c'était le ceinture marron à l'époque, qui nous entraînait, mais à cause de son travail, à un moment, il n'a pas pu continuer Mm. à donner les cours. Et c'était les plus gradés à l'époque, les ceintures bleues, qui ont été obligés de prendre le relais. Mm. Ça a même aidé un petit peu parce que comme ça, il a eu le cours matin, après-midi et soir. On avait un cours le matin, on avait 2 cours l'après-midi, il y avait un cours le soir. Chaque gars a donné un cours, ça avait permis de développer. Mais voilà, c'était un truc qu'on n'attendait pas du tout, hein. C'était bon, les gars, je suis obligé d'arrêter de donner les cours, mais je reste là avec vous quand vous avez besoin et tout ça. Mais par rapport au travail, je ne pourrais plus donner les cours. Et Mm. Bruno Sil est venu 2, 3 fois, 4 fois dans le mois. D'accord. Et donc, on a enchaîné, on a essayé comme ça, et on a avancé. On était obligé de faire nos recherches, on était obligé d'entraîner de chercher à se perfectionner pour pouvoir enseigner. Et le groupe d'élèves qui s'entraînaient tous ensemble, après, ça s'est divisé un petit peu. Il y a un groupe qui est parti avec des amis, en fait, à Mhm. l'époque. Et du coup, c'est comme ça qu'après, ça a commencé à faire plusieurs petits groupes, mais D'accord. dans le même club. Ok. Parce qu'il me semblait qu'à une époque, alors c'est sans doute plus tard, mais après tu as rencontré Pequeño, de ça, mais il n'y avait pas une histoire comme quoi tu faisais 1 heure et demie tous les jours pour aller Ah t'entraîner? oui, 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 en fait, oui, oui, en fait, c'est après, quand j'étais ceinture noire, Ouais. ça a commencé comme ça. Dans les compétitions, on était tout le temps, grâce aux compétitions, on était tout le temps dans les magazines. Mm. Et on sortait beaucoup dans les magazines japonaises. Ouais. Et Piquet, il combattait au Shoto. Et comment on combattait, non.
comme on était souvent dans les magazines, il a eu des propositions de faire combattre moi et d'autres gars. Et puis, Ken, à ce moment-là, il nous a contactés et il dit, mais qu'est-ce que c'était, juste après une compétition, il avait dit, qu'est-ce que tu penserais de combattre au Japon et tout ça. J'ai dit, ah ouais, combattre au Japon, mais voilà, il faut que je m'entraîne encore plus pour ça et tout. Et il dit, non, ça peut être bien et tout, essaye quand même. Parce que le Shuto, c'est comme du MMA, donc il y a, Oui, il y a- il y c'était a le du- MMA. il y a des percussions et tout ça. Voilà. Si tu faisais que de la luta, Voilà, ça n'est pas Ouais. trop fonctionné. Et du coup, j'ai dit, bon, bah, d'accord, c'est pourquoi pas. Et il m'a parlé de ça un jour, je pense que même pas 5 jours après, j'ai reçu un appel. Bonjour Flavio, j'ai dit bonjour, c'est Jean-Alberto Barreto, c'est le manager de Shoto, je voulais vous proposer un combat. Je dis, ah ouais, ça arrivait comme ça, je m'attendais pas, j'étais encore jeune dans ma tête, je m'attendais pas d'aller voilà, si loin pour combattre. J'ai dit, ah bon, et j'ai dit, oui, il y a le château, il voudrait bien t'inviter pour combattre là-bas. J'ai dit, bon, bah, d'accord. Et ça se passe comment? Après, il avait dit comme ça se passait et tout. Et bon, après, à cette époque-là, j'ai combattu en moins de 60. C'était plus léger, j'ai combattu en moins de 60. Mais ils m'ont proposé un gars en moins de 65. J'ai dit, mais moins de 65, c'est pas ma catégorie. Oui, mais pour celle-là, il y avait pas dans ta catégorie, c'est mieux la catégorie au-dessus, tout ça. Et bon, moi, jeune dans ma tête, j'ai dit, bon, bah, d'accord, d'accord, je vais voir. Après, j'ai cherché un endroit pour m'entraîner debout. Et c'était là que quelqu'un avait dit, mais non, viens t'entraîner avec nous. Tu vas voir, c'est plus tranquille, tout ça. J'ai dit, non, plus tranquille. La salle, elle était... en transport, la salle était presque à 2 heures de chez moi. Elle était à Niterói, j'habitais à Ilha. C'est tombé pour y aller en transport. Et il a proposé à moi, il avait proposé à Bruno Quiroa, il avait proposé à Léopold Serran. C'était les trois gars qui le château il voulait faire combattre. Du coup, j'allais là-bas pour m'entraîner. Bon, ça se passait pas comme je voulais parce que déjà 2 heures de transport pour aller m'entraîner. J'arrivais là-bas, je m'entraînais entre 1h30 et 2 heures. Et après 2 heures de transport pour rentrer, mais l'entraînement il n'était pas adapté. C'était pas adapté. En plus, j'arrivais, des fois j'étais obligé de donner des cours à sa place. Des fois, c'était compliqué. Mais en fait, j'étais mal à ce moment-là, j'étais un peu pas que j'étais un peu mal entouré, mais c'était pas le truc professionnel que je devais suivre. Tant qu'il piquait même, il s'entraînait pas à son club. À cette époque-là, il s'entraînait à la BTT. D'accord. Et après, on venait s'entraîner moi et les autres gars avec lui. Mais l'entraînement pour le combat, il avait déjà fait avant. Et en fait, nous, on aurait dû faire la même chose, on n'a pas fait. Et tant que quand je suis arrivé pour le combat, j'arrive pour le combat, déjà le gars il faisait le double de ma taille, mais bon, ça jusqu'à là, même ça me dérangeait pas trop parce que j'avais envie de les compétitions, j'avais envie de ça. C'était, voilà, je connaissais même pas le gars avant, j'ai connu là-bas. Aujourd'hui encore, je connais pas trop les combattants, je m'en fous, j'ai fait juste mon truc et voilà. Et quand je suis arrivé, j'ai combattu. Je me rappelle juste, c'était le gars qui m'a coaché, c'était le coach de Muay Thai du club de Pékin, c'était Tony Okur. Et c'était un gars qui s'entraînait pas au sol. Et déjà, debout, c'était pas mon fort. Et après, quand j'ai combat au sol et que j'ai tombé dans une position de renversement, que j'ai avancé, j'étais encore plus loin que la moitié de la position. Et j'entends le coaching, je travaille pour le renverser.
Le gars, il commence à tomber, il va sur les cordes. Je viens à quatre pattes, je tiens ses jambes, je commence à attraper une jambe pour le mettre par terre. Et j'entends le coach derrière qui, attention, coup de genou, attention, coup de genou. Donc, quand j'entends l'attention, le coup de genou, qu'est-ce que j'ai fait? Je le retire pour la garde parce que c'est là où j'ai travaillé mieux, où je me sentais mieux. Ouais. Mais après, quand j'ai vu la vidéo et quand j'ai commencé à réfléchir derrière, mais comment il y avait le coup de genou si moi j'étais Bah oui. en train de tenir sa jambe et qu'il lui il avait les fesses contre les cordes presque en train de tomber. Et voilà, c'est ce qui est venu. J'ai commencé à voir après l'importance de coaching. Ouais. Et j'ai perdu pour des trucs, voilà, des petits détails comme ça. Et c'était même, j'ai perdu, c'était partagé, mais bon, j'ai perdu. Après, j'ai demandé au Shoto la possibilité de refaire le combat, de pouvoir en venir, tout ça. Ils ont dit oui, il n'y a pas de souci, tout ça. Mais après, j'ai dit, ben, ça va être bien dans ma catégorie. Je me rappelle que le champion de l'époque, on a fait même des photos ensemble. On a fait même des photos professionnelles, commerciales ensemble. Mais après mon combat au Shoto, 15 jours après, je suis venu en France. Ouais. Et après, c'est mon prof, le ceinture marron encore, Ching, il m'avait dit, maintenant que tu vas en France, il faut que tu réfléchisses. Il faut que tu vois si tu veux continuer à combattre ou si tu veux entraîner les gars pour qu'eux, ils peuvent venir à faire des compétitions. Parce que les deux, ça va être un peu compliqué pour travailler. Ouais. Et du coup, comme je suis venu ici, j'ai choisi d'entraîner les gars. Et à chaque fois que j'ai fait mes allers-retours au Brésil, j'arrivais au Brésil. Et juste avant, il y avait des Japonais qui étaient passés pour rechercher les combattants et qui demandaient pour moi, j'étais pas là. Et du coup, ils voyaient d'autres gars, ils ramenaient d'autres gars. Et je suis déjà arrivé, je me rappelle, il y avait un élève de Manu Fernandez qui est parti au Brésil. Et moi, je suis rentré dans cette même période. Et comment je peux dire? Et je l'ai ramené voir les sélections de la DCC. D'accord. Et quand j'arrive pour voir, je me rappelle qu'il y avait moi, il y avait l'élève de Manu, il y avait Jésus Cavalcante qui était à côté aussi. Et il y a le gars du magazine Tatam qui m'engueule, mais Flavio, pourquoi tu fais pas la compétition? Pourquoi t'es pas là en train de faire la compétition et tout ça? C'était la sélection qui, Marcelo Garcia, elle a perdu contre Daniel Moraes et qui après, il était invité pour faire la DCC, pour remplacer quelqu'un, et c'était là qu'elle a gagné. Et je lui ai dit, mais comment j'allais savoir? J'étais en France et tout ça à l'époque. Bon, les moyens de communication, c'était pas le même que maintenant, moins d'internet et tout ça. J'ai dit, j'étais en France, je viens juste d'arriver et voilà, je savais même pas. C'était quand je suis arrivé ici que j'ai vu qu'il y avait les sélections de DCC, je me suis même pas entraîné pour. Et j'ai pris waouh, comme les gars, ils m'ont gueulé et tout, parce que j'ai pas fait les sélections. Et du coup, voilà, c'est passé comme ça. Mais je me rappelle même la première fois que je suis venu en France, avant que je revienne au Brésil, j'étais déjà en contact pour faire des compétitions là-bas. Du coup, je suis rentré. Juste après, il y avait des compétitions. Mais bon, il y a des compétitions que j'étais pas au courant. Et du Mais coup, est-ce que les compètes, ça te rapportait un peu d'argent ou pas? Non, avant, c'était... Tu combattais parce que t'aimais ça. Parce que tu t'entraînais beaucoup, alors comment tu vivais? En fait, à l'époque, j'ai travaillé à côté. J'ai travaillé à côté. T'avais le temps de travailler. J'avais le temps de travailler et j'ai donné des cours aussi. D'accord. Du coup, avec les cours là-bas, ça me permettait de vivre un petit peu. Mais les compétitions avant, c'était pas payante. Et pour ceux qui connaissent pas, du coup, là, tu parlais de Pequeño, c'est Alexandre Nogueira, c'est ça? Oui, c'est ça. Lui, il a été 10 ans champion du Shooto, je crois. C'est ça, un truc comme ça? Oui, un peu moins. Un peu moins? Oui, un peu moins. Il était invaincu pendant longtemps, quoi. Oui, pendant longtemps. Et il faisait, et en parallèle, il faisait des compétitions aussi en lutte livre au Brésil ou... Il faisait aussi des compétitions en lutte livre au Brésil. On a même combattu ensemble. Et c'est comme ça que vous êtes connus ou vous connaissiez avant? Non, oui, je connaissais parce que lui, il était connu. Je sais même pas s'il me connaissait ou pas. Je pense qu'il me connaissait aussi parce que Chromade, il me connaissait. Et je sais pas s'il me connaissait. Et
je suis devenu très, très connu quand j'ai combattu avec lui. Ouais. Parce qu'on a fait un combat, même son professeur, il avait dit c'est le premier combat qui, après avoir gagné, il était en train comme je peux dire, de vibrer et tout ça parce que c'était dur. Ouais. Il m'a battu, c'était à la fin de combat, bien à la fin du combat, et Mhm. j'étais en train de le battre. Ouais. Et c'était la tactique, elle était presque bonne Mhm. à l'époque, il manquait juste un petit détail. Et voilà, mais j'ai même... Est-ce qu'il dominait tout le monde en compétition, lui, à ce moment-là ou, oui, il ouais. dominait tout le monde. Ouais. Une machine. Ah oui, il dominait tout le monde. Il y avait comme je peux dire, un bon. Un bon C'est pas la physique. bonne tête, c'était le physique et tout Ouais. ça. Ses positions, il faisait très très bien. Sa guillotine, elle est placée très très bien. Mhm. Les clés de cheville aussi. Et il avait un physique, je pense qu'il a, lui, Mhm. son frère et même son cousin Pavan, qui aujourd'hui donne des cours à Abu Dhabi. Ouais. Et c'est un des anciens de la GF Team. Mhm. Et c'est un physique de famille. Hein. Je sais pas Ouais. ce qu'ils ont dans cette famille. Voilà, c'est spécial cette famille. Ouais. Ils sont pas normaux. Il y avait une histoire, lui, il y avait pas une histoire où justement il soulevait Et projeter des veaux. projetait des veaux, ouais, Oui, voilà, oui, ouais. oui. C'est un peu comme les gens, ils parlent de Khabib, là, Nurmagomedov, qui s'entraîne avec un ours, mais lui, Pequeño, il projetait des veaux, Et quoi. projeter des veaux. Voilà, c'est ça. Du coup, forcément, en termes de force, Oui, pour projeter quelqu'un, c'est un petit peu plus facile. ouais, c'est clair. Ouais, moi, je sais qu'il était venu plusieurs fois ici et tout ça. Il était impressionnant physiquement, tout ça. La vitesse, l'explosivité. Ses techniques, c'était du simple, mais il était tellement puissant et tout. Je l'avais vu ça tourner aidait avec des beaucoup. gens. Je crois que je l'avais vu dans. Moi, j'étais venu à son stage. C'était peut-être le premier stage. C'est là où j'avais connu Jimmy aussi et tout ça, de Pequeño. À Sèvres. Ouais, je crois que c'était à Sèvres. Et j'avais fait le stage et je me rappelle à la fin, il avait combattu même avec Kassim. Avec Kassim ou avec Bouchelagain. Ouais. Et qui était, enfin, qui faisait genre 40 cm de plus que lui et je sais pas combien de kilos en plus. Et même physiquement, en termes de puissance, il était. J'ai l'impression qu'elle était au-dessus. Ouais. C'était impressionnant de voir ça, une différence de taille et de poids comme ça, et en fait, tu voyais pas une différence de puissance, quoi. Exactement. Ouais. Alors, il avait sans doute aussi un meilleur niveau technique à ce moment-là, mais ouais, son physique, il était. Ça aidait beaucoup. Ouais, c'est clair. Et donc, après, pour toi, quand t'es arrivé en France, parce que déjà, le jiu-jitsu brésilien, c'est vrai que c'était pas encore ultra connu. Bon, il y avait eu les UFC quand on en avait commencé à entendre parler en France, voilà, de la famille Gracie et tout ça. Mais la lutte à livre, aujourd'hui, en France, je pense que c'est quasiment aussi connu que le jiu-jitsu brésilien. Alors qu'au Brésil, c'est toujours pas le cas. C'est quand même le jiu-jitsu brésilien qui est quand même vachement, Oui, vachement plus connu. je trouve que au Brésil, les gens, ils ont un peu un mauvais, comment je peux dire, un mauvais, une mauvaise manière de développer la lutte livre. Ils ont resté trop à l'ancienne. Ouais. À l'ancienne et sur les résultats d'avant, ils n'ont pas cherché, je parle pas ça de tout le monde, mais il y a beaucoup de clubs, ils n'ont pas cherché à développer comme le jiu-jitsu ils ont fait, ils n'ont pas cherché à apprendre d'autres choses comme le jiu-jitsu ils ont fait, ils ont resté trop sur à l'époque, il y avait trop cette rivalité entre les deux. Ils ont pas voulu se mélanger comme beaucoup d'athlètes ils ont fait. Et je trouve qu'ils ont pris beaucoup de retard sur plein de choses. Et aussi, le manque de compétition. Après, il y a des compétitions aussi en jiu-jitsu là-bas je sais pas pourquoi ils mettent pas les gens. Ils mettent pas les gens pour combattre. C'est le minimum des gars qui vont combattre. Après, il y a toujours, je pense qu'il y a toujours, il reste cette histoire
je veux pas que mon élève ait perdre, et du coup, il doit avoir cette appréhension, pour mettre dans les compétitions plus grandes, c'est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre. Je trouve, que, ça j'ai dit souvent, c'est qu'avec l'arrivée de la DCC au Brésil, le Luta Livre a perdu un petit peu de son identité. Parce que je me rappelle à l'époque, les gars ils disaient ah ouais, la DCC, c'est comme la Luta Livre, mais les gars ils s'entraînent en short, ça c'est chez nous. Et du coup, ils ont laissé l'uniforme de côté pour s'entraîner en short pour les compétitions. Et là, ils ont commencé déjà à perdre son identité. Et après, il y a beaucoup de gens qui disaient oui, mais nous, on n'a jamais invité pour combattre tout ça, mais il faut se faire apparaître pour être invité déjà. Faut faire les compétitions, il faut gagner les compétitions, il faut se battre pour apparaître. Et du coup, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui a voulu se battre et tout ça, parce qu'il y a jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de gars qui sont forts et qui s'entraînent, mais que personne ne connaît et qui vont pas plus loin que là parce que j'ai l'impression que les gars, ils cherchent pas à aller plus loin, je sais pas, je comprends pas. Il y a des compétitions qui sont super, des grandes compétitions, que si les gars, ils cherchent un petit peu le sponsoring, s'ils ont pas de moyens de voyager, tout ça, s'ils cherchent du sponsoring pour y aller, ils peuvent avoir, ils peuvent le faire, et ils ont l'entraînement pour. Mais non, ils préfèrent rester dans les petites compétitions qui personne parle, que c'est même pas niveau médiatique, c'est même pas. Ça va pas plus loin que la fin de la rue. Là-bas. Et du coup, comment grandir comme ça? C'est ça le problème. Et c'est le truc que je disais ici aux gars. Je disais, non, nous, on combat, on va dans les compétitions qui sont bien. On gagne, on perd, on va dans les compétitions. Après, il y a aussi une chose qui est... Bon, ici, il y a beaucoup aussi. Les gens, ils perdent et ils essayent de chercher une excuse parce qu'ils ont perdu. Et nous, on perdait, on revenait au club, on l'a fermé, on venait au club. Pourquoi on a perdu? Il faut qu'on cherche pourquoi. Et qu'est-ce qui nous dérangeait? Qu'est-ce qu'on n'arrivait pas à faire? Et c'est ça qu'on travaillait pour pouvoir revenir dans notre compétition un peu mieux. Et c'est comme ça que petit à petit, on arrivait, petit à petit, on gagnait, on perdait, on gagnait, on perdait, on commençait à avancer. Et je vois que c'est le problème jusqu'aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Je parle en tout, que ce soit en lutte livre, en jiu-jitsu, les gars, ils perdent. Mais au lieu de chercher pourquoi... Non, c'est plus facile de trouver des fois une excuse. Ou sinon, c'est plus facile. Ah oui, mais c'est parce qu'il fait que ça. Ouais. C'est lui, il fait que ça. Il faut que tu cherches quelque chose pour pas laisser le mec arriver dans la position où il est fort. Au lieu de dire oui, mais lui, il fait que ça. Ouais, mais ça, c'est vrai que c'est un réflexe chez plein de gens. C'est de trouver, plutôt que de se remettre soi-même en question et de se dire, bah, en fait, c'est moi qui n'ai pas été assez bon ou tout ça. C'est de trouver une excuse extérieure. C'est l'autre parce qu'il s'entraîne plus que moi, c'est Exactement. Parce que j'avais pas bien dormi, c'est parce que, enfin, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas facile la remise en question et c'est un truc hyper important pour progresser, quoi. Exactement, parce que là, les gens, ils disent oui, mais moi j'ai ci, moi j'ai ça, lui il a ça, ça, ça. Mais quand on monte sur le tapis, c'est pareil. C'est pareil. J'ai vu tellement des gars qui sont forts perdre contre les gars qui sont moins forts. Il faut juste avoir une bonne tactique. Il faut savoir on veut y aller, mais les gens, ils veulent aller déjà des fois très vite. Et ils oublient des fois leur niveau. Ils veulent se mettre au-dessus, je sais pas, pour un motif, tout ça. Mais le moment de fait, après, ça pèse. Et quand ça pèse... Au lieu de voir au pourquoi et essayer de travailler derrière, non. Reste sur leurs acquis. Non, j'ai perdu, mais bon, je ne devais pas perdre. Ouais. Et pour toi, c'est important de faire de la compétition ou chacun fait comme il veut, tu pousses quand même les gens à... J'adore faire la compétition, j'adorais faire la compétition, j'adore être en compétition avec les gars, mais il y a des gars qui aiment les compétitions et des gars qui n'aiment pas.
J'ai dit, les gars, il y a une compétition, on fait pas. Et après, quand j'étais ici à Paris, tout le monde voulait faire. Et il y avait beaucoup de gars qui faisaient pas. Et je me rappelle aussi que beaucoup de gens de l'extérieur venaient s'entraîner et qui connaissaient que les compétiteurs et que des fois, quand ils venaient à la salle, ils étaient en danger avec des gars qui ne comprenaient pas. Et des fois, les gars ils n'ont jamais vu, ils étaient encore plus forts que les compétiteurs, plus durs que les compétiteurs. Et les mecs, ils ne comprenaient pas. Et là, je disais, mais oui, l'entraînement, c'est le même pour tout le monde. C'est juste qu'il y a des gars qui aiment faire les compétitions. Comme on avait, de tous mes compétiteurs, je pense que je devais avoir une dizaine de compétiteurs. Tout le reste, c'était de loisirs. Mais les compétiteurs, quand ils étaient là, ils se faisaient casser la gueule pour des loisirs. Et c'est ça le truc. Les compétitions, c'est juste que... c'est un truc à part. Les mecs, ils aiment faire, mais il y a d'autres qui n'aiment pas faire, mais qui sont si forts que ceux qui ne font pas de compétition. Et je pense que ça, c'est dans tous les clubs. Ouais, il y a des gens... Après, il y en a des fois qu'on appelle aussi un peu les champions de club, tu vois, qui sont très forts, mais qui n'ont pas le mental pour la compétition aussi. Puis il y en a simplement qui n'ont pas l'envie. Faut avoir l'envie, quoi, pour faire la compète. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas un bon niveau. Tu fais pas de compète, ça veut dire que c'est pas un truc qui t'attire et puis c'est tout, quoi. Exactement. Et tu peux adorer t'entraîner et puis ne pas avoir envie de faire de compétition pour plein de raisons différentes. Exactement. Ouais. Et c'est vrai que donc toi tu vois qu'est-ce qui fait que tu as réussi à développer, tu penses, en France la lutte à livre? C'est justement, est-ce que c'est à travers beaucoup de compétitions des compétiteurs ou alors c'est plus grâce au loisir Je pense que la compétition, ça nous a permis d'être vus. Ça a permis de montrer mon travail. Et le loisir, ça nous a permis de monter les compétiteurs, en fait. Les gens qui venaient pour le loisir. Parce que si on n'était pas nombreux, on n'allait pas loin. Et le loisir, ça nous a servi énormément pour monter les compétiteurs. Mais notre vitrine, c'était les compétitions. C'était les compétitions. Et aussi, comment on s'est comporté dans les compétitions. Comment j'étais avec les gars. Parce que souvent, je voyais les gens en compétition. Et en dehors de compétition, on s'y parlait et tout ça. Et il n'y avait pas cette rivalité. Et il y a même beaucoup de gens d'autres clubs qui sont venus s'entraîner avec nous après les compétitions et qui sont devenus même des potes. Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de s'entraîner avec moi, qui sont partis s'entraîner dans d'autres clubs et on continue encore des potes. Je pense que c'est plutôt le respect. Le respect et nous, on faisait les compétitions. Il y avait ce stress de la compétition, cette adrénaline où on était fermés dans notre groupe. Bon, il y a des gens qui nous aimaient pas parce qu'on était trop fermés. Mais on était trop fermés parce que là, c'était le travail. On était comme si on allait travailler. Dès que c'était fini la compétition, voilà, tout est fini, c'est bon, on revient comme avant. Et voilà, ça nous aidait beaucoup à avancer. Et le fait aussi qu'on allait en compétition, qu'on gagne, on perd, c'était pas facile on n'allait pas à la compétition se promener. On allait pour gagner. Des fois on gagnait, des fois on perdait, mais les gens voyaient que le travail était sérieux. Et toi, tu gérais comment la défaite d'un de tes élèves? Est-ce que tu l'engueulais? Au moment même, j'ai l'engueulé, mais c'est parce que c'était le moment qui sortait des combats. Des fois, je l'engueulais pas, ça dépendait de comment le gars il perdait. Parce que si le gars il perdait en train de faire des choses qu'il faisait même pas au club, en train de faire des choses qui n'ont rien à voir ce qu'on faisait d'habitude, et le gars il cherche une autre chose qui n'a rien à voir. Je vois que les gars ils avaient le niveau. Déjà en compétition, c'était ça. J'ai ramené les gars en compétition. Je ramenais pas les gars en compétition juste pour faire des compétitions. J'ai ramené aux compétitions s'il y avait au moins 50-50. Pour 50% de chances de gagner ou de perdre. Mais je ramenais pas les gars en compétition pour les dégoûter. C'est quand on faisait les compétitions, tant qu'on attendait un petit peu pour les faire. Mais on devait être bien. Et j'avais confiance à mes gars. Je savais ce qu'ils étaient capables de faire.
Et quand ils faisaient complètement le contraire de ce que je disais, là, oui, je les engueulais. Sinon, les autres, j'engueulais vite fait. Mais un moment à la salle, parce que la compétition c'était le samedi, c'était le week-end, le lundi à la salle, on avait déjà oublié, même le soirée, même des retours, on était déjà en train de rigoler et partir sur d'autres choses. Et dans la semaine même, on commençait le travail pour pouvoir améliorer ça. Tu essayais de faire quand même une analyse, comme tu disais, de comprendre pourquoi ils avaient perdu. Mais bon, sur le moment, ça t'énervait quand même. Mais, oui, je pense qu'il est comme n'importe quel coach. Et voilà, et après, on avait dit, bon, bah, ça, il faut qu'on travaille plus. Et vous travaillez, parce que par exemple, alors ça dépend encore une fois des clubs, tu vois, mais en jiu-jitsu brésilien, il y avait une époque où les gens ils travaillaient beaucoup directement au sol. Et toi, quand tu as commencé au Brésil, en luta livre, il y avait pas mal de debout quand même, ou c'était... Il y avait des débuts, mais maintenant, c'est plus développé. Ouais. Il y avait des débuts, mais maintenant, c'est beaucoup plus développé. Comme tout, hein. Le sport que j'ai pratiqué avant, le sport de maintenant, c'est plus le même. Hein. Qu'est-ce que t'es retourné t'entraîner au Brésil ou pas récemment? Non, ça fait un moment que j'ai pas été. Ouais. Je croise beaucoup de Brésiliens dans mes voyages ici. Dans mes stages, quand je vais dans les clubs aussi des amis, je trouve beaucoup de Brésiliens, je rencontre beaucoup de Brésiliens qui sont même là dans les top 10 de compétition en jiu-jitsu aujourd'hui. Et on discute beaucoup de manières de s'entraîner, de forme de corps et tout ça. C'est même marrant parce que les gars ils disent, mais comment tu fais pour être comme ils disent, actualiser des positions si tu voyages même pas. Je sais pas. Les élèves essayent de voir les trucs, essayent de déplacer et tout ça. Ils voient les trucs sur Internet, n'importe quand ils voyagent, qu'ils essayent de placer. Et après, j'essaie de comprendre, j'essaie de voir pourquoi ils font ça et tout. Et je pense que c'est comme ça que je développe. Parce que c'est un style, le sol, ce que je dis souvent, contrairement à d'autres arts martiaux ou d'autres sports de combat, c'est pas figé. Ça évolue pas mal avec le temps. Ah, tout le temps. Et c'est vrai que des techniques qui fonctionnaient bien il y a 10 ans, aujourd'hui, ça passe plus du tout. Même moins que ça. Ouais, même moins que ça, ouais. Des techniques, des fois, des 1 an, l'année d'après, ça passe pas. C'est marrant parce que l'année dernière, j'étais à Lyon, un stage. Et j'étais avec, je sais pas si tu te souviens, avec Julien Bianchini. Ouais, ah oui, je me souviens de lui. Et Julien, maintenant, il a le club, son frère, c'est le responsable, qui lui s'entraîne aussi à Lyon. Ouais. Et qui sont avec Anderson Pereira. Et Julien, il est venu au séminaire que j'ai donné. Et lui, il avait dit, Flavio, je ne m'attendais pas que ça soit si différent d'avant. Parce que lui, il s'entraînait avec nous. C'était en 2006. Ouais. 2006. Et après, il a déménagé. Et là, quand il a vu, il était surpris. J'ai dit, mais Julien, le style ne va pas rester comme avant. Hein. C'est la recherche à faire. Hein. Il y a beaucoup de recherche même. Et donc toi, c'est par les élèves. Et toi-même, tu cherches un peu dans des vidéos, des trucs comme ça ou non? Je n'aime pas Internet. Non, j'aime pas Internet. Je n'aime pas. Déjà, pour mettre... pour actualiser mon Instagram, c'est déjà dur. Je n'aime pas regarder ce qu'ils font les autres, tout ça. J'avance dans mon coin. Ouais. Et c'est même pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les positions comme je travaille, tout ça, parce que les positions, ça ressemble à très peu de jeux. De ce que les autres y font. Oui, mais je devais même regarder un petit peu plus, faire une petite recherche, tout ça. Je pense que ça allait m'améliorer beaucoup plus. Mais c'est une chose à voir. Et même les combats, tu regardes pas De temps en temps, je regarde. Ouais, quand même. Oui, de temps en temps, je regarde. Il y a des compétiteurs qui te plaisent, des combattants qui ont retenu ton attention ou pas spécialement? J'aime un peu tout, mais comme je regarde pas forcément, je vais pas dire que j'aime plus celui qui est là.
Ouais. Et bon, là aussi, comme je suis en train de me restructurer et de recommencer le travail, recommencer à entraîner les gars pour des compétitions, tout ça, peut-être que je pense que d'ici très peu de temps, je vais être plus dans le bain Ouais. et connaître un petit peu plus les sensations de moment et tout ça. Parce que c'est vrai que ce qu'on n'a pas dit, c'est que toi, tu as déménagé dans le sud de la France depuis combien de temps déjà? Depuis 5 ans maintenant. 5 ans, ouais. Ok. Donc en fait, c'est pourquoi tu voulais retrouver un peu être plus proche de la nature et tout ça, comme quand tu vivais au Brésil. C'est bon, une des choses qui m'a attiré là-bas, c'était une invitation, j'ai venu en stage là-bas à Monaco Ouais. et après les gars ils m'ont proposé de venir m'en occuper de la salle et bon, le climat là-bas du sud, ça ressemblait beaucoup celui du Brésil. Ouais. Et ça, c'était un facteur, c'était un bon facteur pour descendre. Ouais. Même si j'adore Paris, à chaque fois que je viens, c'est bon, à part les bouchons, à part les bouchons, j'adore Paris. Mais voilà, c'est la vie, la qualité des vies, tout ça, tu vas plus tranquille et tout. Maintenant, avec la famille, en famille, tout ça, j'ai trouvé que c'était mieux là-bas. C'est juste que, voilà, pour développer les structures où j'étais, elle était trop petite pour développer. Et là, j'ai cherché des choses plus grandes et on n'avait pas assez de... Je ne pouvais pas faire tout ce que j'avais envie. C'était très, quand je peux dire, les structures, elle était petite. Ouais. Et j'avais besoin de plus de temps, plus de monde et tout ça. Et du coup, j'ai quitté Monaco maintenant. Je commence le travail à Nice maintenant. D'accord. Parce qu'avant, c'était comment ça s'appelait J'étais à Blackout Academy. Blackout Academy, ok. Maintenant, je suis à Decotin Lab. Decotin Lab. Zicotin Lab, ok. Le lab. Et là, dans le lab, on est en train de faire nos expériences. Là, pour faire des nouveaux combattants. Les petits, il y a un groupe en JJB. Et Ouais. les petits de 5 à 13 ans qui est là avant les compétitions. J'étais avec eux, j'étais en train de m'entraîner avec eux aussi, j'ai essayé de porter un petit peu mon aide. Et là ils ont combattu ces dimanche à Toulon. Ouais. Et tous ils ont fait des podiums, Eh ben. tous. Et franchement c'est bien. Et là, à côté, je travaille avec les grands pour commencer petit à petit à remettre les grands en compétition. Là, il y a déjà, peut-être à la fin de l'année, là, je vois qu'il y a des compétitions de grappling aussi. Et avec l'FFL, on va voir si on vient ou pas. On envisage de venir. Et voilà, là, je me relance. D'accord. Un petit Et peu. ça, c'est un club qui existait depuis Non, longtemps le club, ou il est ouvert en début septembre. D'accord, Début donc c'est septembre. tout récent. C'est tout récent. Tu as recommencé de zéro un peu quand tu es parti à Voilà. Monaco et là tu recommences encore J'ai une nouvelle recommencé à fois. zéro, mais le club, ils ont cette envie de grandir. C'est déjà depuis que je suis arrivé en décembre. Hein. Ouais. Je suis arrivé en décembre et depuis mon arrivée, ils ont déjà beaucoup évolué. Avant, c'était un club spécialisé au coaching privé. D'accord. Et depuis mon arrivée, ça a déjà développé pas mal. Il y a maintenant des cours collectifs avec les gamins. Il y a des cours collectifs en boxe pour les féminins, cours collectifs féminins. Il y a nous, en lutte livre, on commence, il y a le cours de jiu-jitsu à midi. Et on est en train de voir comment développer et pouvoir grandir tous ensemble. Ça avance bien, ça avance vraiment bien. Mais toi, tu as bien évolué aussi, parce qu'il y a quand même une époque, moi je t'ai connu quand tu es arrivé, où le jiu-jitsu brésilien, c'était quand même encore un peu... tu t'entendais pas avec tout le monde, quoi. C'est un problème, c'était pas le sport, c'était plutôt les gens. Ouais. Et j'ai toujours dit, ça, les gars là de jiu-jitsu, parce que
En fait, ce qui s'est passé, c'est que les gars, des fois, ils venaient s'entraîner, mais ils voulaient se comporter comme ils étaient dans leur club. Il y Ouais. avait des choses que j'appréciais pas beaucoup. Hmm. Et en plus, cette époque-là, j'ai m'entraînais déjà. Ouais. J'ai m'entraîné déjà pas mal au Brésil. Hmm. Et après aussi, c'est que j'ai passé beaucoup de temps aussi avec des gars qui aimaient pas trop le jiu-jitsu juste avant de venir. Hmm. Quand j'étais au club de chez Ouais. Piquet et tout ça, du coup, ça m'était un peu resté Dans la tête. dans quoi. la tête. Et c'est marrant parce que mes plus grands amis, Ouais. de avant, pendant et même maintenant, c'est les pratiquants du jiu-jitsu brésilien. Du coup, c'est des choses voilà, c'est l'entourage. Et donc là, le coach de jiu-jitsu brésilien là-bas, tu le connaissais avant ou tu l'as rencontré Oui, je le juste là? connaissais avant, c'est Saïf. Je le connaissais avant déjà. Et là, ça se passe super bien. Ça se passe vraiment, vraiment super bien. Hmm. Bon, après, déjà aussi, là, j'ai mes potes où on s'entraîne. Il y a Alexandre Chariot, il y a Christian Rodriguez aussi, on s'entraîne aussi de temps en temps. Et du coup, voilà, je m'entends super bien avec les gars. Les gars, ils viennent s'entraîner sans Kim. Et ils venaient déjà à l'époque, j'étais à Monaco. Les gars, ils venaient à Monaco s'entraîner avec nous. Hmm. Dès que j'avais le temps, je m'entraînais avec eux. C'est plus petit, hein. Ouais. Ça me rappelle même ici à Paris, quand c'était en train de commencer. Ouais. Quand il y a un gars qui allait s'entraîner dans d'autres clubs et tout ça, et qui se connaissaient un peu tous. Ouais, parce que ce qui est pas facile au final quand tu quittes comme ça l'endroit où tu as tout le monde et tout ça, c'est de retrouver aussi des partenaires d'entraînement pour s'entraîner, quoi. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Je m'entraîne pas, c'est pas au même niveau, mais je m'entraîne pas en même quantité d'entraînement que je m'entraînais ici à Paris. Hein. Ouais. Ah, je m'entraîne beaucoup moins. Hein. Hmm. Et j'ai pas le temps pour m'entraîner un peu plus, mais avec la famille, tout ça. Ouais. Mais ici, l'entraînement ici, c'était beaucoup plus facile. Ouais. Et bon, déjà, j'avais beaucoup des gars qui étaient forts. J'avais pas besoin d'aller m'entraîner ailleurs. Ouais. Et le club, il était toujours plein. Du coup, voilà, quand je voulais m'entraîner ailleurs, c'était quand j'allais chez Jeremy ou sinon chez David et de temps en temps chez Hakim. Ouais. Mais voilà, et là-bas, je m'entraîne que avec les débutants. Et tout ça, c'est bien différent. Le temps de faire évoluer les gars et tout ça. Bah oui. À chaque fois, je donne des exemples des gars ici à Paris. Je lui montre des vidéos, je lui montre pas mal de choses, comme les gars ils s'entraînent ici, les comportements et tout. Hmm. Et pour qu'ils aient au moins une trame Ouais. à suivre. Parce que parler et tout ça, c'est difficile. Bah, c'est vrai qu'en plus, c'est pour un prof, ça redemande beaucoup de boulot. Une fois que tu as un cours avec un noyau qui connaît comment faut se comporter, comment se passe ton cours et avec qui tu peux t'entraîner et tout ça, ça rend quand même le travail plus facile, quoi. Mais Et c'est vrai que de exactement. recommencer tout à zéro, c'était courageux. Bon, Ah, après, il y avait le soleil qui voilà. aide. Mais le public aussi, c'est différent. Hein. Le public ici, il est plus dur. Le public ici, il aime venir s'entraîner. Je vois des gars qui prennent le métro, qui font 1 heure de métro, et ils choisissent dès qu'ils sont dans les clubs où ils apprécient. Ils font 1 heure, 1h30 juste pour y aller au club et après pouvoir rentrer et tout ça. Là-bas, le club, il est à 10 minutes de la gare à pied, 12 minutes de la gare à pied. C'est compliqué pour beaucoup. Ah ouais. Ah ouais, Ouais. le public, c'est pas le même. Je ne vais pas dire qu'ils sont moins forts qu'ici, mais le public, c'est différent. Ils n'ont pas c'est pas tout le monde qui a cette envie qu'il y a ici à Paris. C'est que là, t'as des gens, ouais. Là-bas, c'est plus détendu. Mais c'est vrai plus, qu'après, les gens que tu as aussi ici, il y en a, c'est des vrais passionnés. Il y a ceux qui veulent faire de la compète et tout, donc ils sont prêts à plus de sacrifices que celui qui a juste envie de s'entraîner. Mais
Non, Ouais. j'ai crois, non, parce que je vois les gens qui bougent quand même pour faire ces entraînements ici. Il y a des gens qui bougent, qui prennent le transport et tout ça, et qui Ouais. vont loin pour faire les entraînements. Ils font même pas les compétitions. Ouais, moi c'est vrai que j'ai eu des élèves qui venaient de. J'en ai qui faisaient 1 heure et demie de transport plusieurs fois par semaine pour Tu venir vois, s'entraîner ici. Et Hein. qui rentrent Mais- tard et tout ouais. ça. Après, il y a aussi quand même, malgré tout, moi ça me fait souvent rire, il y a des gens, des fois, qui m'envoient des messages, tu vois, sur Internet, qui sont là, oh là là, c'est trop dommage que t'aies pas un club à À Paris. Paris. C'est Non, vrai. mais ouais, Si, bon. c'est très loin de Voilà. Paris. Donc, on est à une station de métro de Paris, en 10 minutes à pied, t'es dans 10 minutes à Paris, pied, mais ouais, donc voilà, c'est je pense que c'est aussi lié, tu vois, à l'envie et à la motivation. C'est-à-dire que ouais. celui qui me dit qu'il voudrait s'entraîner avec moi, mais parce que je suis pas à Paris, il peut pas, bah c'est qu'en réalité, il veut pas vraiment s'entraîner avec moi, Ah tu vois. ouais, hein, parce que ça, ici, la facilité des transports, tout est à côté. Ah Tout, oui. et mais tu vois ça, tu multiplies par 10, c'est ce qu'il y a là-bas au sud. Ah ouais. Au sud. Ah, j'aurais pas pensé, des fois, moi j'avais l'image que justement, alors ça dépend peut-être des endroits, qu'en province, les gens, ils ont plus l'habitude de devoir prendre la voiture et que les choses, elles sont un peu loin et qu'ils acceptent de faire un peu plus de trajet pour aller Ça dépend de s'entraîner. la province. Et ça dépend de la province, alors. Ouais. Parce Moi, que... j'ai pensé comme ça aussi Ouais. avant. Parce que ici, tu vois, c'est pareil, il y a justement les vrais purs Parisiens qui, dès que c'est en dehors de Paris, bah, Ils pour ont eux, du mal. c'est trop loin, tu vois. Ou sinon, Dao. Ouais. Mais c'est vrai que moi, ça me fait toujours plaisir de voir. Bah, du coup, j'en connais plein de tes élèves qui ont commencé ici et de voir des gens qui sont. Ouais, c'est donc 2005, ouais, 13 ans, 12 ans, 13 ans plus tard, qui sont toujours en train de s'entraîner. C'est Quoi. La ça. dernière fois, il y avait Didier qui était passé. Uh-huh. Et j'étais, en fait, lui, je l'avais pas vu depuis super longtemps. Mais- Il y en a plein que j'avais vu et tout ça, mais. Et j'étais là, ouais. Et les gars, ils s'entraînent. Il s'entraîne tout le temps, il est toujours bien costaud, Mais, il a le bon physique et tout, il a pas lâché. Et c'est vrai qu'il y en a plusieurs comme ça. C'est marrant, tu vois, de voir parce que au final, c'est une minorité de gens qui font plus de 10 ans d'un même style. Et qui- Bah, moi qui- j'en vois, il y en a pas tant que ça, tu vois. C'est nous, j'ai un groupe des gars, waouh, c'est un groupe que je suis depuis le début et après à chaque fois, à chaque année, il y a rajouté quelques-uns et je vois la plupart des gars ils s'entraînent encore. Des fois Ouais. d'autres qui s'entraînent un peu moins et tout ça, mais les gars ils s'entraînent et des fois on sent même pas le temps on est passé ensemble, le temps qu'on a d'entraînement. Bah oui. Ah non, mais c'est clair, déjà, les années, tu te rends pas toujours compte. Bah, quand t'aimes ce que tu fais, de toute façon, le temps, il passe Tellement sans que tu vite. t'en rendes compte. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que bah, Jimmy, il donne cours ici, tu vois. Ah, je savais Il donne pas, cours tu vois. en Krav Maga, ouais, il donne cours en Krav Maga, mais des fois, on discutait. C'est vrai que bah, on se rappelait que, parce que je m'étais retrouvé à m'entraîner avec lui au stage de Pequeño. C'est comme ça qu'on s'est connus la première fois avec Jimmy. Et on parlait de ça. Et c'est vrai que ouais, c'était genre 2002 peut-être, ou un truc Ouais, comme ça. Jimmy, je le connais depuis 2001. Tu vois. Donc là, on est en 2019, ça fait 18 ans, quoi. Depuis Ça 2001, commence à faire super c'était- longtemps. Pank, c'est pareil, je le connais depuis qu'il était venu s'entraîner ici avec toi, tu vois. Donc ça fait 12-13 ans facile, Ouais, quoi. Le temps passe ça hyper passe vite. très vite. Et c'est toutes ces têtes-là, des gens qui sont... qui restent passionnés, tu vois, par un Et qui truc... s'entraînent et tout. ouais, plus de 10 ans, 15 ans plus tard... Et moi, les gars, ils je- s'entraînent. Hein. Ouais, moi je trouve ça génial, tu vois. Et c'est vrai que c'est pas dans tous les. Je trouve qu'il y a des styles qui ont. Peut-être qui te rendent un peu plus fou que d'autres et, Oui, c'est et tu vrai. deviens obsédé par le style et ça reste. Ça Mais, tu pratiques longtemps, Il y quoi. a tellement de recherches à faire. Mm. Ça change tellement. Tu dois te poser des questions tout le temps. Ouais. Bon, si tu t'entraînes correctement. Ouais. Et t'es jamais à la perfection. Et plus tu t'entraînes, plus tu vois que tu es loin de la perfection. Bah oui. Et qu'il faut que tu t'entraînes. Et en plus, et comme le style il évolue, de toute façon, tu peux jamais dire, bah ça y est, je suis arrivé, je connais tout, parce que 6 Tu mois co- plus tard, il y a des nouveaux trucs, il y a des contres, tu faisais une exactement. position qui marchait super bien, puis il y a un mec qui a sorti un contre, et si tu fais cette position, tu te fais soumettre à chaque fois. Enfin, Exactement. moi, c'est vrai que tu vois, bon, moi, j'ai fait juste un petit peu de sol et j'ai juste des bases et des formes de corps et tout ça.
Et quand je vois les trucs aujourd'hui, Aujourd'hui, avec, complètement paumé, quoi. aujourd'hui, avec mes anciens, avec des gars comme Mathieu, avec des gars comme Johnny, Eric, on discute, même avec Punk Dao, on discute beaucoup les méthodes. Les méthodes, on discute pas des positions, mais les méthodes de placement pour pouvoir arriver dans une position. Ça, avec Mathieu, quand Mathieu il était au Summer Camp à Monaco, on parlait beaucoup de ça. Avec Johnny et Eric, je suis tout le temps en train de parler de ça. Là, cette semaine, j'étais en stage chez Kader. Et les positions que j'ai montrées, j'ai expliqué aux gars, aux filles aussi, l'importance des placements pour pouvoir gagner une position, l'importance de placement pour pouvoir partir dans plusieurs directions et des directions fiables. Aujourd'hui, je discute beaucoup avec les gars, c'est la méthode, comment s'entraîner ou pourquoi de cette position, qu'est-ce qu'on peut développer à partir d'ici et non juste un passage ou sinon un renversement ou une soumission. D'accord. Et en quelque sorte aussi un peu de la stratégie, quoi. Oui, aussi, beaucoup. à partir d'une position, qu'est-ce que tu as comme possibilité Oui, plutôt que juste travailler un enchaînement, quoi, voilà. c'est les possibilités. Travailler à l'aveugle, voilà. Ouais. On travaille beaucoup sur le schéma tactique et au pourquoi des positions. Si ça bloque d'un côté, il faut essayer de comprendre pourquoi ça bloque de ce côté-là. Pourquoi je vais essayer, comme des années en arrière, d'essayer de forcer de ces côtés-là. Pourquoi il faut que je passe par là. S'il y a une possibilité de passer de l'autre côté, c'est beaucoup de ça, j'explique aux gens, c'est les débuts des combats, les gens ils se placent toujours dans les positions, ils sont plus forts. C'est juste de l'analyser un petit peu, au lieu de les rentrer dedans tout de suite, attendre un petit peu, commencer à étudier la personne pour à partir de là pouvoir travailler. Il y a tellement de choses qui a changé avec le temps. Mais est-ce que les bases, quand même, les fondamentaux, est-ce que ça reste quand même pareil qu'avant? Parce que je parlais des fois de ça avec Pank, mais lui, il avait l'impression que, justement, avec Internet, les vidéos, tout ça, les mecs, ils voient les dernières techniques, les trucs hyper avancés et tout, et en fait, ils veulent tout de suite faire des trucs hyper compliqués, un peu flashy et tout ça, alors qu'en fait, ils ont même pas... les mecs, ils savent même pas faire, tu vois, une position de base, tu vois. Est-ce que pour toi, il y a quand même d'abord... les positions de base, bien sûr. Les bases qui sont les mêmes qu'il y a 15 ans ou... Les bases, ça n'a pas changé grand-chose. Les bases même, en soi, ça ne change pas grand-chose. Mais c'est à partir de ces bases-là qu'on va partir sur les autres positions. Parce que, comme tu viens de dire, les gars, ils veulent faire les positions d'aujourd'hui, les positions de la mode. C'est une position fantastique. Le problème, c'est que les gens qui font cette position-là, on cherche le pourcentage des gens qui arrivent à faire. Dans le nombre des pratiquants, quand on voit bien le pourcentage des gens qui arrivent à faire, c'est quoi? C'est 2%, 3% des pratiquants. Et eux, leur corps, ils sont habitués à faire ça déjà. Ils ont travaillé ça pendant longtemps, peut-être pendant des années pour arriver à là. Et les gens, ils oublient ça. Ils veulent apprendre. Ah ouais, j'ai vu ça, j'essaye de copier sur Internet, tout ça. Ils essayent de faire. Mais tous les détails qui est derrière, la base qui est derrière, ils n'ont pas. Mais après, je ne vais pas dire que les gens n'arrivent pas. Il y a des gens qui arrivent quand même à le faire. Mais après, ça dépend qui t'es en face aussi. Ouais. Et tout ça, ça joue. Ça joue, mais... pour moi, il faut garder les bases. Je me suis toujours battu pour que le club, que les positions que je montre et que le club, ça soit pas un truc de mode. Parce que la mode, c'est simple. La mode, elle arrive, elle reste un petit peu et après, elle part. Ouais. Et après, quand elle va partir, qu'est-ce qu'il va faire? De ça. Mais si tu as une bonne base sur des positions solides, tout ça, que tu sais comment travailler, tout ça, à partir de là, c'est toi-même qui vas travailler tes positions, tu vas venir d'autres choses, tu pourras faire même des choses qui à ce moment-là étaient de la mode, tu pourras venir sur des trucs qui ça ressemble un petit peu, parce que tu as ta base, tu sais où tu peux aller. Il y a des choses qui ne changeront pas, voilà. Et il faut les maîtriser, parce que ça, c'est ce qui restera... dans 10 ans, ça sera toujours la même base à maîtriser, quoi. Exactement. Et c'est vrai que
il y a, je sais pas, des fois, tu vois, on aime bien se dire, parce qu'il y a toujours le Rickson qui est une légende et tout ça. Tu te dis, est-ce qu'avec toutes ces nouvelles techniques, bon, même si lui, il est complètement cassé de partout, mais est-ce que le Rickson il y a, je sais pas, d'il y a 20 ans, il se ferait complètement dominé par les champions d'aujourd'hui avec les nouvelles techniques? Est-ce qu'il serait complètement dépassé? Ou est-ce que ses bases à lui, ça serait suffisant quand même pour... tu vois? Ça pourrait déjà, quand on voit les compétitions d'avant, on se rend compte comme les gars ils étaient dans les bases, comme les gars ils étaient solides dans les placements et tout ça. Aujourd'hui, ça bouge un petit peu plus dans tous les sens. Mais Rickson, même à son époque, il était déjà bien évolué par rapport à les autres, bien en avance par rapport à les autres combattants. Mais c'est des générations différentes. Ça, on pourra jamais savoir si les trucs d'avant, ça allait marcher aujourd'hui, si les trucs d'aujourd'hui, ça allait marcher avant. Mais parce que son fils, il a un style pas hyper complexe. C'est Kron, c'est ça Kron, oui. Il fait pas des trucs de fou, quoi, lui, non? Il est quand même assez sur des... C'est sur les bases. Sur les bases, quoi. Oui. Et il gagne. Enfin, là, j'ai pas suivi depuis longtemps, mais je sais pas s'il continue la compétition. Mais quand on voit bien les combattants, même les champions et tout ça, on voit que derrière leur position, ils dominent bien les bases. Ils dominent bien pour arriver dans leur position, il faut qu'ils soient forts dans leur base. L'exemple comme les mecs qui faisaient beaucoup, qui font encore avec beaucoup de beating ball. Les mecs, pour faire beaucoup de beating ball, ils travaillaient beaucoup la de la rive avant. Et à partir de là, ils ont commencé à développer et venir là sur le beating ball. Mais ils avaient leur base de comme attraper, comme le crochet, le pied derrière la jambe pour travailler en de la rive et tout ça. Tout ça, ça fait partie de la base. Ouais. Et que les gens, ils oublient ça. Mais parce que c'est vrai que depuis ça fait plusieurs années que c'est les clés de cheville et tout ça avec Danaher aussi et voilà. Tout ça. Mais j'ai l'impression que par moment, du coup, il y en a qui se concentrent presque plus que sur ça et qui oublient le reste. Ouais, qui oublient complètement le reste. Et en tout cas, il y a peut-être... moi, je suis pas assez pour savoir, mais il y en a peut-être qui ont commencé à trouver des solutions un peu à son système, mais tu as l'impression qu'il y en a qui, pour l'instant, ils arrivent à avoir du succès juste en utilisant ce système-là, et que les bases, elles sont pas suffisantes pour les empêcher, tu vois, parce qu'une fois que tu rentres dans leur séquence, si tu sais pas ce qui suit, parce que les gens rentrent dans leur séquence. Ouais, voilà, faut pas rentrer dedans, quoi. Et quand j'ai dit... il ne faut pas rentrer, c'est pas rester là à le bloquer. Il faut juste regarder et voir où tu dois te placer. Où tu dois te placer pour éviter. Moi, j'ai des gars qui s'entraînent là-bas, qui vont là-bas. Kostia, il va s'entraîner là-bas souvent. Aussi. Il y a Eric qui suit beaucoup. Mais Johnny aussi. Mais quand tu sais comment se placer, quand tu sais dans quelles attaques le gars il est fort, à partir de là, tu arrives ou à contrer et partir sur d'autres positions, ou tu arrives juste à contrer. Mais c'est comme ça. Mais il faut contrer ces positions. Il faut chercher pour contrer cette position-là. Et ces méthodes-là, parce que c'est ça qui va faire évoluer. C'est à partir de là qu'après, ils vont trouver d'autres manières de faire et qu'après, ces positions vont repasser avec d'autres qui vont venir derrière. Et à partir de là, ceux qui restent bloqués, ils disent « Ah, mais j'arrive pas. Ah, mais lui, c'est comme je disais au début, ça reste, tu restes dans ton petit cercle fermé et tu peux pas avancer. » Mais c'est le contraire. Il faut avancer. Il faut... C'est le contraire, c'est le gars, il fait la position, elle est bien et tout ça. Il faut essayer de le contrer. Il faut essayer de le contrer pour le casser. Parce que c'est comme ça, à partir de là, qu'il va chercher une autre chose pour évoluer. Et c'est à partir de là que ça va te faire évoluer aussi. Parce que tu seras obligé de chercher aussi une chose que j'ai fait beaucoup et que je faisais ici, j'ai fait tout le temps. Donc, j'ai dit aux gens de faire, c'est... Quand je m'entraîne avec les gens, je donne même opposition aux gens où ils peuvent contrer les positions que j'ai fait. Et des fois, il y a des gars qui demandent « Mais pourquoi tu as fait ça ?» Je dis « Mais c'est simple, là, tu vas commencer à bloquer mes positions. Après, je vais rester en difficulté. Je serai obligé de rechercher quelque chose derrière. » Et c'est ça qui me fait avancer.
Si je te donne rien et tout ça, que je vais juste te dominer, je vais être le champion de tapis, mais dès que je vais dehors et tout ça, je ne sais plus rien faire. Et quand les gens de l'extérieur vont venir chez moi, c'est pareil, je ne saurais rien faire. Mais non, c'est le contraire, il faut évoluer. C'est cette confrontation, tout ça qui nous fait évoluer. Hein. Bah, c'est ça. Moi, je sais que par exemple, avec Yuri, je fais mes cours de lutte avec lui depuis 8 ans, je crois, ou 9 ans, toutes les semaines. Et au début, j'apprenais, donc je lui posais jamais de problème, mais avec le temps, j'ai commencé à être pas trop mauvais. Et on a tous les deux, même si lui, c'est un excellent lutteur, sa lutte, elle a continué à évoluer. Parce qu'il y a un moment où ce que lui faisait, moi je savais ce qu'il allait faire, j'avais trouvé des contres. Donc il est obligé de trouver un autre truc. Et moi, il y a des périodes, et des fois, il se passe plusieurs mois où j'arrive à lui placer tout le temps le même truc. J'ai une technique ou deux que j'arrive à lui placer tout le temps. Et puis, au bout d'un certain nombre de mois, d'un seul coup, il a un contre. Et donc, je suis obligé de trouver un autre truc, tu vois. Et des fois, il y a plusieurs mois comme ça où s'il arrive à prendre une position, je me fais avoir à chaque fois. Et si moi, j'arrive à prendre une position, j'arrive à l'avoir à chaque fois. Et on finit par un moment par trouver, tu sais pas trop... Ton cerveau, il travaille un peu tout seul aussi. À force de se faire avoir, déjà, ça t'énerve. Et tu cherches des solutions. Et c'est vrai que c'est comme ça que t'évolues, quoi. Et il faut même pas s'énerver, même si c'est difficile à dire. Mais c'est là que le corps, il est en train de s'habituer, C'est comme pour marcher, quand on était petit, on essayait de marcher, quand on tombait, quand on continue. Là, c'est pareil. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs, il y a des moments tu dis, celle-ci, j'arrive jamais à la contrer, je vois même pas comment je peux la contrer. Et puis des fois, 2 mois plus tard, t'as trouvé un contre, mais c'est ton corps qui a trouvé un truc tout seul, tu vois. Exactement. C'est vrai et c'est ça que c'est génial. Ouais, c'est pour ça que c'est génial, c'est pour ça que c'est vrai que t'as jamais fini. Ça, c'est un truc qui est super. Mais tu vois, sur les clés de cheville, moi j'avais vu un combat, c'était Vini, je sais plus comment on dit, Margalhaes, ouais, contre, je sais plus comment il s'appelle, un de chez Danaher, là, qui est super fort aussi. Et il avait réussi à complètement bloquer son jeu. Il rentrait pas justement dans son système, quoi. Il avait réussi il a gagné le combat, mais en fait, il l'a jamais laissé rentrer à aucun moment. Tu vois, si tu sais où poser tes mains et juste comprendre le système pour les plier, pour que les pieds ne roulent pas ses jambes, tout ça, comment lever les jambes avant que ça soit déjà verrouillé. Voilà, c'est parce que tout le monde pense à faire les défenses quand la position est déjà verrouillée. Mais quand c'est déjà verrouillé, c'est verrouillé. Il y a beaucoup de contraintes. Mais quand c'est pas verrouillé, tout ça, il faut que tu réfléchisses avant. Le mouvement, la sortie des hanches, ça va lui permettre d'enrouler la jambe. C'est ça que les gens ne travaillent pas. Ouais. Mais lui, je crois qu'en plus, ce qu'il faisait, il me semblait que j'avais vu une vidéo qui analysait un peu ça. Et lui, il disait qu'en fait, l'erreur, c'est que les gens, souvent, ils essayaient de fuir, de retirer leurs jambes et de s'en aller. Lui, il a fait tout le contraire. Il allait sur eux, il s'asseyait sur eux et il leur mettait la pression, il les bloquait complètement. Au lieu de... Voilà, c'est sûr que comme ils ont une si toi, tu essayes de t'en aller, c'est ce qu'ils veulent souvent. Exactement. Ou si tu essayes de tourner, de rouler, tout ça, tu rentres dans leur séquence. Et du coup, lui, il s'asseyait sur eux, il les tassait et ça les bleu. Et ça fonctionne pour toutes les positions. Toutes les positions, c'est vraiment... Là, on revient sur les positions de base. Sur les positions de base et comment tu t'installes et tout ça. Et la stratégie, quoi. Au final, c'est pas... parfois, c'est juste réfléchir. C'est vrai que moi, ça m'est arrivé plein de fois. C'est des fois, tu sais pas où l'autre il veut en venir et du coup, tu le laisses faire. Mais à partir du moment où tu laisses faire quelqu'un, c'est pas bon. Au seul. Tu vois, des fois, tu deviens presque spectateur, je trouve. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui est en train de faire un truc, tu vois pas trop où il veut en venir, alors du coup, tu le laisses faire. Et en fait, même si tu comprends pas ce qu'il veut, par principe, faut pas accepter, en fait. Oui, parce que si tu acceptes, tu rentres dedans et après, t'es bien coincé. Bon, écoute... Je pense que c'est bon pour ce podcast. Moi, c'était cool comme conversation. Super. On a pu parler un peu de ton parcours, on a raconté un peu nos histoires de l'époque. De l'époque, oui. Et les histoires à l'époque, il y en a plein. Il y en a plein. Donc, ça fera plaisir aux gens qui ont connu cette époque et puis ça donnera un petit aperçu à ceux qui l'ont pas connu.
Donc, je mettrai les liens s'il y a des gens qui veulent te suivre, même si tu as du mal à actualiser ton Instagram. Mais super, mais là, ça commence, je commence. Bon, écoute, donc là, toi, ton objectif, c'est de revenir d'essayer de recréer une équipe de compétition, de compétiteurs. C'est de m'en occuper des anciens déjà. Ouais. M'en occuper des anciens. Comme j'ai commencé déjà, là, la prochaine fois que je monte à Paris, on va faire l'entraînement. On va commencer à faire les entraînements avec tous les anciens, marron et noir. Ouais. Et en plus de mes stages. Et comme ça, relancer les gars, ils ont dit que voilà, ils avaient besoin que je revienne derrière eux. Et c'est ce que je suis en train de faire petit à petit. C'est difficile de réunir tout le monde. Ouais. Aujourd'hui, c'est des grands, ils ont leur vie de famille, ils ont leur club, tout ça. Mais j'essaye, comme je disais avec Punk, là, très vite monter ça, au moins qu'on s'entraîne tous ensemble, que normalement on va voir si on fait ici, ça va être génial, ça va faire vraiment rappeler plein des souvenirs. Et voilà, remettre les gars en compétition. Les gars là-bas du sud, il y a quelques gars on commence à travailler pour ça va pas venir tout de suite, mais bon, on commence petit à petit à développer. Et après, revenir en compétition et voilà, remettre le nom, donner cette envie aux gars de combattre, d'aller chercher plus loin, d'aider les gars, même en dehors de l'entraînement, parce que ça, on n'a pas parlé, mais grâce à l'entraînement, grâce à les rencontres, j'ai rencontré pas mal de gars que j'ai aidé beaucoup en dehors du club. Ouais. Et ça, c'est les gars qui sont venus, les gars étaient beaucoup perdus, beaucoup qui sont venus des gars droits. Et ça, c'est bien, tout ça, ça fait partie de l'e-sport. Bah ouais, ça transmet des valeurs sans même avoir besoin de les dire et tout ça. Le fait de vivre les choses, ça te change. Exactement. Ça te change et c'est vrai que ça aide dans ton quotidien et ouais, c'est des valeurs qui sont importantes et qui sont fortes, quoi que tu fasses. C'est-à-dire que c'est pas que pour l'entraînement, c'est dans ta vie, quoi. Exactement. Et voilà, comme j'ai dit là, on reprend les choses en main petit à petit. L'important pour nous, c'est juste d'être tranquille entre nous et pouvoir avancer. Et voilà, c'est les choses normales de sport. Hein. Bon, écoute, c'est une bonne nouvelle. On va te revoir plus souvent alors. Mais j'espère. Ça marche. Bon, à bientôt alors. Merci Greg. Merci, à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.